Le 7 septembre 2001, Patrick Puy signe les papiers. En quelques secondes, 69 ans d'histoire s'effondrent sur un bureau à Nanterre. 4 jours plus tard, le mardi 11 septembre, la direction ordonne la cessation immédiate de toute activité dans toutes les usines. Ce même mardi, sur les télévisions allumées, dans les salles de pause, les tours jumelles s'effondrent à New York. Les ouvriers de Normandie apprennent qu'ils n'ont plus de travail au moment exact où le monde bascule. Les Français appelleront ce jour l'autre 11 septembre. Pourtant, au sommet, Moulinex était une fierté nationale. 13 usines, plus de 12 000 salariés, 65% des cuisines européennes. Un slogan gravé dans la mémoire collective. Moulinex libère la femme. 40 ans plus tard, les chaînes s'arrêtent, les portails se ferment, et des ouvrières de 49 ans, après 26 ans de loyauté, se retrouvent devant rien. Comment la machine qui promettait de libérer les femmes a-t-elle fini par les abandonner? Pas un concurrent, pas le marché. Une série de décisions lâches, prises par des hommes qui savaient et qui n'ont rien fait. Moulinex, la machine qui libérait les femmes, Alençon, Normandie, 1932-2001. Le 16 février 1932, un homme attend son tour dans le couloir de l'Institut national de la propriété industrielle, à Paris. Sous le bras, une liasse de documents. Dans la tête, une obsession qui dure depuis des mois. Comment faire une purée sans grumeaux? Jean Mantelet a 32 ans. Il dirige un petit atelier de métallurgie à Bagnolet, en banlieue parisienne, et il fabrique déjà des ustensiles de cuisine depuis 1929. Mais ce matin-là, ce qu'il dépose au guichet change tout. Le brevet numéro 732-100, le moulin légumes. Un disque rotatif, un tamis, une cuve en métal au fond légèrement bombée. Simple, robuste, abordable. À 10 minutes avant 3 heures de l'après-midi, le tampon tombe. L'Empire commence. Ce qui distingue Mantelet des autres inventeurs de son époque, ce n'est pas le génie du produit. C'est la clarté absolue de sa philosophie. Il la formule lui-même, sans détour. Choisir un secteur industriel d'avenir, miser sur une production de masse, casser les prix, s'implanter dans des régions où les salaires sont bas, faire la chasse aux dépenses inutiles. Henry Ford en français, version cuisine. Le moulin légumes est vendu 15 francs, moins qu'une journée de salaire ouvrier. Les concurrents, s'il en existe, ne comprennent pas encore ce qui leur arrive. Entre 1932 et 1935, 2 millions d'appareils sont vendus. 2 millions. En 3 ans. Dans une France encore meurtrie par la Grande Dépression. Mantelet réinvestit tout. Il ne dépense pas. Il ne s'arrête pas. Entre 1929 et 1953, il dépose 93 brevets, casse-noix, râpe à légumes, moulin à sel, moulin à moutarde. Chaque année, un ou deux nouveaux objets sortent de son atelier. Toujours le même principe, un geste difficile rendu facile, un effort quotidien supprimé. En 1937, l'atelier de Bagnolet est trop petit. Mantelet cherche de l'espace et surtout des mains nombreuses, disponibles, peu coûteuses. Il trouve tout cela à Alençon, en Normandie, une région agricole encore loin de l'industrie, où les femmes des fermes cherchent un emploi stable et où les salaires sont inférieurs à ceux de la région parisienne. Il achète une parcelle de 4 hectares et installe sa première usine normande. 40 salariés, une cadence modeste. Personne ne se doute, en 1937, que cette décision va lier le destin de toute une région à celui d'une seule entreprise pour les 64 années suivantes. La vraie rupture arrive en 1953. Ce jour-là, Mantelet observe depuis un trottoir parisien une femme qui passe sur un vélo Solex, ce petit vélo moteur populaire que n'importe qui peut conduire sans permis. Il a une pensée simple, presque enfantine. Si les femmes refusent désormais de pédaler pour avancer, elles refuseront bientôt de tourner une manivelle pour moudre. Il rentre à l'usine et commence à motoriser ses appareils. En 1956 sort le premier moulin à café électrique. Prix de vente, 1 789 francs. Les concurrents affichent 6 000 francs. En quelques mois, 3 millions d'exemplaires sont écoulés. Mantelet baptise l'appareil Moulinex, Moulin Express. Le nom est si fort qu'il finit par désigner l'entreprise entière. C'est dans ces années-là que 3 destins commencent, sans que leurs protagonistes se connaissent ou se croisent jamais. À Argentan, dans l'Orne, une jeune femme de 18 ans
monte pour la première fois dans le quart de ramassage de Moulinex un matin de 1965. Elle vient d'une ferme. Ses parents cultivent la terre. Elle n'a aucune formation industrielle, aucune expérience de l'usine. Mais Moulinex n'en demande pas. Ce que l'entreprise veut, c'est des mains rapides, des horaires respectés et une loyauté qui ne se discute pas. En échange, elle offre quelque chose d'extraordinaire pour une femme rurale de cette époque. Un salaire fixe, versé chaque mois, et une promesse non écrite mais entendue par tous, ici, on ne vous renvoie pas. À Alençon, un jeune ingénieur entre au bureau d'études en 1972. Il sort d'une école technique, il a des idées, il croit dans le potentiel de l'électroménager français. Il rejoint l'équipe de développement produit avec l'ambition tranquille de ceux qui pensent avoir du temps devant eux. À Cormello-le-Royal, dans la banlieue de Caen, un homme de 22 ans signe son contrat en 1979. Il sera opérateur sur la chaîne de fabrication des fours à micro-ondes. Il n'est pas venu pour faire carrière. Il est venu parce que Moulinex est le plus grand employeur privé de la région et que le poste est stable. 2 ans plus tard, il rejoint la section CGT de l'usine. 3 trajectoires, 3 façons d'entrer dans l'Empire. Aucun des 3 ne sait encore comment il en sortira. Dans les années qui suivent, Moulinex ne croit pas. Elle explose. Entre la fin des années 1950 et 1968, l'entreprise passe de 800 salariés à plus de 12 000. 20 ans. Le rythme est celui d'une fièvre industrielle que la Normandie n'avait jamais connue. Une usine, puis 2, puis 5, puis 13. Toutes concentrées dans un périmètre resserré entre la Basse-Normandie et les Pays de la Loire, comme si Mantelet avait décidé, une fois pour toutes, que son empire n'aurait qu'une seule terre. Chaque usine reçoit sa spécialité. Alençon fabrique les cafetières et les fers à repasser. Argentan produit les sèche-cheveux et les friteuses. Mamers assemble les mixeurs et les broyeurs. Cormelles-le-Royal, dans la banlieue de Caen, devient le fief des fours à micro-ondes. Bayeux, Falaise, Saint-Lô et les sites des Pays de la Loire complètent le dispositif. Chaque ville normande a son produit. Chaque produit a son usine. Le système est d'une logique presque militaire. En 1962, les chiffres parlent seuls. Moulinex détient 66% du marché français des moulins à café électriques, 62% des sèche-cheveux, 75% des mixeurs et blenders. Ces parts de marché ne sont pas le fruit d'une guerre commerciale. Elles sont le résultat d'une domination si rapide, si totale, que la concurrence n'a pas eu le temps de s'organiser. En 1969, Moulinex entre en bourse à Paris. Le 25 juin, l'action est introduite sur le marché. Les investisseurs se précipitent. L'entreprise est rentable, en croissance, ancrée dans le quotidien de millions de foyers. Mantelet, lui, figure désormais parmi les 25 hommes les plus riches de France. L'autodidacte de Bagnolet est devenu un empire. En 1978, le tableau de bord de Moulinex donne le vertige. Chiffre d'affaires, 1,670 milliard de francs. 92e groupe industriel français, 65% des ventes réalisées hors de France. L'entreprise exporte dans le monde entier, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient. Un appareil Moulinex sur 2 fabriqué à Alençon ou à Cormelles finit dans une cuisine étrangère. À Alençon, l'usine principale emploie à elle seule plus de 3000 personnes au milieu des années 1970. 3000 dans une ville dont la population totale ne dépasse pas 30 000 habitants. Un salarié Moulinex sur 10 marche dans les rues d'Alençon. 30% de la population active de la ville travaille pour la même entreprise. La frontière entre l'usine et la ville a cessé d'exister depuis longtemps. Moulinex est partout. Elle construit des logements pour loger ses ouvriers. Un quartier entier naît ainsi à Alençon, le quartier de Persaigne. Elle finance une école technique pour former ses propres techniciens, indépendamment de l'éducation nationale. Elle organise des dizaines de cars qui sillonnent la campagne normande chaque matin pour ramener les travailleurs des villages et des fermes jusqu'aux chaînes de montage. L'entreprise n'est pas un employeur, elle est une institution. À Saint-Lô, Moulinex dépasse l'hôpital militaire mémorial comme premier employeur privé de la ville. Dans les salles de classe du département de l'Orne, les enseignants n'ont pas besoin de chercher des exemples concrets pour parler de l'industrie française. Il suffit de pointer la fenêtre.
C'est dans cette période que la jeune ouvrière d'Argentan trouve ses marques. La chaîne de montage des sèche-cheveux tourne à un rythme qu'elle apprend vite à suivre. Les gestes deviennent automatiques. Fixer le moteur, poser le boîtier, contrôler le fil, poser l'appareil sur le tapis roulant. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Elle ne trouve pas cela dégradant. Elle trouve cela fiable. Pour une femme issue d'une ferme normande où les revenus dépendent de la météo et des récoltes, la régularité d'un salaire mensuel est une forme de liberté qu'elle n'avait pas connue avant. À Alençon, l'ingénieur du bureau d'études vit ces années comme une accélération permanente. Chaque trimestre apporte un nouveau projet, une nouvelle contrainte technique à résoudre, un nouveau produit à mettre en production. Moulinex sort en moyenne 3 nouvelles références par an. Le bureau d'études ne chôme pas. Il a le sentiment, partagé par beaucoup à cette époque, de travailler pour une entreprise qui construit quelque chose de durable. À Cormel, l'opérateur de la chaîne micro-ondes observe lui autre chose. Il voit les effectifs gonfler d'année en année, les cadences s'accélérer, les objectifs de production grimper. Il voit aussi, et c'est ce qui l'amène vers le syndicat, que les salaires ne suivent pas le même rythme que les bénéfices. Mantelet paie peu. C'est un principe, pas un oubli. Il compense par la promesse de stabilité, par les avantages sociaux, par la certitude non écrite que Moulinex ne ferme pas. Cette certitude, en 1978, personne ne songe à la remettre en question. Pourtant, sous la surface brillante de l'Empire, quelque chose ne va pas. Quelque chose que les chiffres de croissance masquent encore, mais qui est déjà là, silencieux, en train de travailler. Moulinex a tout construit en Normandie. Et c'est précisément là que réside le problème. Un problème que personne, en 1978, n'a encore osé formuler à voix haute. En 1961, les affiches apparaissent dans toute la France. Une femme, les bras grands ouverts, un tablier qu'elle jette derrière elle, comme on jette une vie qu'on ne veut plus. Et en dessous, en lettres grasses, Moulinex libère la femme. Le slogan est habile à plusieurs niveaux. Il joue sur les initiales, MLF, comme le mouvement de libération des femmes qui commence à faire parler de lui. Il capte l'air du temps avec une précision chirurgicale. En 1961, la France est en train de changer de visage. Le taux d'équipement électroménager des foyers français est passé de 3% en 1950 à 20% dans les années 1960. Les femmes travaillent de plus en plus. La loi du 13 juillet 1965 leur accordera bientôt le droit d'ouvrir un compte bancaire et de signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari. Le monde bouge. Moulinex surfe sur cette vague avec l'assurance de ceux qui ont toujours un temps d'avance. Mantelet lui-même formule sa vision sans détour. Ma plus grande fierté est d'éviter des gestes fastidieux à la femme. Il le répète dans chaque interview, à chaque salon. Il y croit sincèrement. Et pour vendre cette conviction, il va jusqu'à baptiser ses robots ménagers des prénoms de ses secrétaires. Robot Marie, Robot Charlotte, Robot Suzy, Robot Jeannette. La machine prend le visage d'une femme pour mieux servir une femme. Le marketing de l'époque trouve cela charmant. Ce que le marketing ne dit pas, c'est ce qui se passe de l'autre côté de l'affiche. À Argentan, à Mamers, à Alençon, à Cormel, les femmes qui fabriquent ces appareils libérateurs arrivent chaque matin dans les quarts de ramassage de l'entreprise. Elles viennent des fermes, des villages, des ateliers de couture. Moulinex les recrute là où les salaires sont les plus bas, dans des régions où l'alternative au travail en usine est le travail agricole ou le chômage. Mantelet l'a toujours dit, c'est dans sa philosophie fondatrice, s'implanter là où les salaires sont bas, faire la chasse aux dépenses inutiles. Ces femmes sont la dépense utile. Elles sont aussi la main invisible derrière le slogan. Elles travaillent 8 heures par jour sur des chaînes de montage. Elles fixent des moteurs, assemblent des boîtiers, contrôlent des fils électriques, emballent des appareils. Leurs gestes sont chronométrés. Leurs cadences sont fixées par des ingénieurs qu'elles ne voient jamais. Leurs salaires sont maintenus délibérément en dessous des moyennes nationales, compensés officiellement par la stabilité de l'emploi et les avantages sociaux. La promesse non écrite que Mantelet distribue comme un brevet, ici on ne vous renvoie pas. En échange de cette promesse, ces femmes donnent quelque chose de bien plus précieux que leur force de travail. Elles donnent leur vie professionnelle entière. Elles ne cherchent pas d'autre emploi.
Elle ne développe pas d'autres compétences, elle reste. En 2001, la durée moyenne d'ancienneté des salariés Moulinex sera de 26 ans. L'âge moyen, 49 ans. 26 ans sur une chaîne de montage, dans une seule entreprise, dans une seule ville normande. Ce chiffre n'est pas une statistique. C'est le résultat d'un contrat moral offert par Mantelet, accepté par des milliers de femmes qui n'avaient aucune raison de douter qu'il serait tenu. L'ouvrière d'Argentan, elle, ne voit pas de contradiction. Pas encore. Pour elle, l'affiche dit vrai à sa manière. Avant Moulinex, il y avait la ferme, les saisons, l'incertitude. Maintenant, il y a un salaire le même jour chaque mois, une mutuelle, des collègues qui deviennent des amis, et la certitude du lendemain. Si c'est ça, la libération, elle la prend. Ce qu'elle ne voit pas encore, ce que personne ne voit encore, c'est que cette libération a une durée de vie, qu'elle est conditionnelle, qu'elle repose entièrement sur la santé financière d'une entreprise dirigée par un homme de 85 ans qui n'a prévu personne pour lui succéder. L'affiche dit « Moulinex libère la femme ». Elle ne précise pas pour combien de temps. Et pendant que les cars de ramassage sillonnent la campagne normande chaque matin, pendant que les chaînes tournent et que les appareils s'accumulent sur les palettes, pendant que le slogan s'imprime dans la mémoire collective d'un continent, les premières fissures apparaissent, discrètes, invisibles depuis les bureaux parisiens. Mais déjà là, ce que Mantelet refuse de voir en 1961 comme en 1975 comme en 1984, c'est que l'empire qu'il a construit repose sur une hypothèse qui ne tient qu'aussi longtemps que tout va bien. Et tout ne va plus bien depuis plus longtemps qu'il ne le croit. En 1985, pour la première fois en 53 ans d'existence, Moulinex affiche une perte nette. Ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est une rupture, une ligne franchie que Mantelet lui-même n'avait pas anticipée ou refusé d'anticiper. Les concurrents asiatiques inondent le marché européen avec des appareils vendus à des prix que les usines normandes ne peuvent pas atteindre. Les fours à micro-ondes coréens et japonais arrivent dans les rayons français à des tarifs inférieurs de 30 à 40% à ceux de Moulinex. Le modèle économique que Mantelet a construit en 1932, produire en masse pour vendre moins cher, vient de trouver son maître. La réponse de l'entreprise est immédiate et révélatrice. Mantelet sort sa fortune personnelle et comble le déficit. Il sauve l'entreprise. Et en la sauvant ainsi, il commet une erreur fatale. Il prive Moulinex de la seule chose qui aurait pu la forcer à se réformer en profondeur, la douleur nécessaire. Quand une entreprise frôle la faillite et qu'un homme sort son carnet de chèques, les questions difficiles n'ont pas besoin d'être posées. La crise est résolue. On passe à autre chose. Et les causes profondes, la structure des coûts, la géographie des usines, l'absence de vision à long terme, restent intactes, enfouies sous le soulagement du moment. En 1986, 1300 postes sont supprimés. Pour la première fois, la promesse non écrite se fissure. Les salariés qui croyaient en l'emploi à vie apprennent que la loyauté a des limites, que la rentabilité impose. L'usine d'Alençon passe de 2300 salariés à 1850. Les cars de ramassage font moins d'arrêts. Les chaînes tournent plus lentement. L'ouvrière d'Argentan observe tout cela sans comprendre encore la mécanique qui se met en place. Elle voit des collègues partir. Elle voit les objectifs de production baisser. Elle sent que quelque chose a changé dans l'air de l'usine. Une tension nouvelle, une prudence dans les regards, une façon de ne plus parler de l'avenir avec la même légèreté qu'avant. À Alençon, l'ingénieur du bureau d'études présente cette année-là une proposition de développement pour une nouvelle gamme de robots culinaires, haut de gamme, un segment en croissance, une réponse possible à la pression asiatique par le haut de gamme plutôt que par le bas de gamme. La proposition est écoutée poliment. Elle est rangée dans un tiroir. L'entreprise n'a pas les moyens d'investir. Elle a à peine les moyens de survivre. C'est là que commence, silencieusement, la deuxième erreur fondamentale. Car au même moment, Mantelet refuse de lâcher les rênes. Il a 86 ans. Il a survécu à une attaque cérébrale en mars 1986 qui l'a laissé hémiplégique. Il ne dirige plus vraiment, mais il n'abdique pas non plus. En avril 1987, il nomme un directeur général. En février 1988, il annonce une cession de 28% du capital aux salariés. C'est son plan de succession, non pas un héritier désigné, non pas une vision transmise, mais une dispersion du pouvoir entre des mains
qui n'ont jamais eu à porter l'entreprise seule. Le directoire qui émerge de cette transition compte 3 têtes. Gilbert Torelli pour les ventes, Roland Arnault pour la production, Michel Van Orenberg pour les finances. 3 hommes, 3 directions, aucune autorité centrale. Dans les années qui suivent, les décisions stratégiques se prennent dans un consensus mou qui satisfait tout le monde et ne tranche rien. Pendant ce temps, les concurrents avancent. Puis vient janvier 1991. Le 7 janvier, Moulinex finalise le rachat de Krups, la marque allemande d'appareils ménagers haut de gamme, fondée à Solingen dans la Ruhr. Le prix d'acquisition, 440 millions de francs. Le coût de la restructuration sociale qui suit, 360 millions de francs supplémentaires. Total, 800 millions de francs de dettes nouvelles, ajoutés au bilan d'une entreprise qui perd de l'argent depuis 6 ans. La logique, sur le papier, est séduisante. Krups est une marque premium. Moulinex est une marque populaire. Ensemble, elles couvrent tout le spectre du marché européen. L'addition donne un leader continental imbattable. Dans la réalité, l'addition donne une catastrophe. Moulinex n'a pas les reins financiers pour digérer Krups. Elle n'a pas non plus la culture managériale pour intégrer une entreprise allemande avec ses propres traditions, ses propres syndicats, ses propres méthodes. Le mariage est forcé, douloureux, ruineux. Et 19 jours après la signature du rachat, le 19 janvier 1991, Jean Mantelet meurt à l'âge de 90 ans. Il laisse derrière lui un empire de 13 usines, 12 000 salariés et 800 millions de francs de dettes fraîches. Il laisse aussi, et c'est peut-être le plus lourd, une entreprise qui n'a jamais appris à vivre sans lui. À Cormel, l'opérateur de la chaîne micro-ondes apprend la mort de Mantelet par la radio, un matin de janvier. Il y a quelque chose de bizarre dans la façon dont ses collègues réagissent. Pas vraiment de tristesse, plutôt une inquiétude diffuse, comme si la disparition de cet homme de 90 ans qu'il n'avait jamais rencontré révélait soudain la fragilité de tout ce qu'il croyait solide. Il a raison d'être inquiet. Ce que personne dans les usines normandes ne sait encore, c'est que la mort de Mantelet ne marque pas la fin d'une époque. Elle marque le début d'un compte à rebours. Sans Mantelet, le directoire tourne à vide. Les 3 hommes qui se partagent le pouvoir depuis 1988 ne s'accordent sur rien d'essentiel. Chacun défend son territoire. Les ventes, la production, les finances, sans que personne n'ait la légitimité ni le courage de trancher. Les réunions stratégiques s'étirent, les décisions se reportent. Et pendant que Moulinex délibère, le marché, lui, n'attend pas. En 1994, le groupe Euris de Jean-Charles Naouri entre au capital avec 40% des parts. C'est une bouée de sauvetage et un avertissement. Des investisseurs financiers prennent le contrôle d'une entreprise industrielle dont ils attendent un retour rapide. Jules Coulon, ancien cadre de Michelin, est nommé PDG. Sa mission, rationaliser, réduire, rentabiliser. Les usines de Granville et d'Omfront ferment. Plusieurs centaines de postes disparaissent, mais les pertes continuent. En 1995, elles atteignent 700 millions de francs, le niveau le plus élevé de toute l'histoire de Moulinex. 700 millions, dans une entreprise dont le chiffre d'affaires, malgré tout, dépasse encore les 2 milliards de francs. Ce n'est plus une crise conjoncturelle, c'est une hémorragie structurelle. Le problème, désormais clairement visible pour qui veut bien le regarder, est triple. Premier problème, les coûts de production. Les usines normandes fonctionnent avec des salariés français, payés aux tarifs français, soumis aux charges sociales françaises. Les concurrents asiatiques ne produisent les mêmes appareils avec des coûts salariaux 10 fois inférieurs. Moulinex ne peut pas s'aligner. Elle ne peut pas non plus se délocaliser parce qu'elle est Normandie, parce que la Normandie est telle, et que fermer des usines normandes pour ouvrir des sites en Asie serait un suicide politique et social dont aucun dirigeant ne veut porter la responsabilité. Deuxième problème, le positionnement. La marque Moulinex, autrefois synonyme de qualité accessible, est désormais perçue comme bas de gamme par les consommateurs français. Trop populaire pour monter en gamme, trop chère pour rivaliser avec les importations asiatiques. Elle est coincée dans un no man's land commercial dont elle ne sait pas sortir. Le rachat de Krups devait résoudre ce problème en ajoutant une marque premium au portefeuille. Mais le coût de l'opération a aggravé la situation financière au point
de rendre impossible tout investissement sérieux dans l'innovation. Troisième problème, le plus invisible, donc le plus dangereux, la géographie. 13 usines, toutes en Normandie et dans les Pays de la Loire. Pas une seule implantation dans une région à coût réduit, pas un seul site de production hors de France avant les toutes dernières années. Moulinex est prisonnière de sa propre histoire. Elle a construit ses usines là où les salaires étaient bas en 1937. En 1995, ces mêmes régions sont devenues des bastions syndicaux où tout plan social déclenche immédiatement une crise politique régionale. La liberté de manœuvre est nulle. En 1996, Pierre Blaillot prend les commandes. Ancien directeur général de Pinot Printemps Redoute, il a la réputation d'un homme qui ne recule pas devant les mesures difficiles. Il annonce en juin la fermeture des usines d'Argentan et de Mamers et la suppression de 2400 postes dans le monde, dont 1600 en France. Les chiffres d'Argentan et de Mamers méritent qu'on s'y arrête. À Argentan, 260 salariés. 82% d'entre eux sont des femmes. À Mamers, 411 salariés. 67% de femmes. Des femmes qui, pour beaucoup, ont passé 15, 20, parfois 25 ans sur la même chaîne de montage. Des femmes à qui on avait promis que ça ne se passerait pas comme ça. L'ouvrière d'Argentan apprend la fermeture de son usine par une réunion collective dans la salle de pause, un matin de 1996. Elle a 49 ans. Elle travaille ici depuis 31 ans. On lui propose un transfert vers l'usine de Bayeux, 99 km de sa maison. Elle accepte, pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle n'a pas d'autre choix et que la promesse d'un emploi, même lointain, vaut encore mieux que le vide. À Alençon, l'ingénieur du bureau d'études comprend en 1996 que l'entreprise a définitivement choisi de couper plutôt que d'innover. Chaque proposition de développement se heurte désormais à la même réponse. Pas de budget. Il démissionne en fin d'année. Il trouve un poste dans une petite entreprise d'électronique en périphérie de Caen. Son salaire baisse de 40%. Il n'en parle à personne. À Cormel, le délégué syndical négocie les conditions du plan social pour les salariés des usines fermées. C'est la troisième négociation de ce type en 10 ans. Il commence à connaître les formules par cœur, les indemnités légales, les conventions de conversion, les cellules de reclassement. Il commence aussi à comprendre que négocier les conditions d'un licenciement, ce n'est pas sauver des emplois. C'est organiser une défaite. En 1997, Blaillot annonce le premier bénéfice net de Moulinex depuis 5 ans. Les journaux applaudissent, les investisseurs respirent, l'action remonte. Personne ne regarde ce qu'il y a derrière le chiffre. Personne ne calcule que ce bénéfice a été obtenu en licenciant 2400 personnes, en fermant 4 usines en 10 ans et en reportant tous les investissements nécessaires à la modernisation de l'outil industriel. Ce n'est pas un redressement, c'est une amputation présentée comme une guérison. Le sursis dure exactement 1 an. En 1988, l'économie russe s'effondre. Le rouble perd 60% de sa valeur en quelques semaines. Or, la Russie est le deuxième marché de Moulinex après la France. Les ventes s'évaporent du jour au lendemain. Dans la foulée, la crise brésilienne frappe les filiales sud-américaines que Moulinex avait rachetées dans les années précédentes. 2 marchés clés simultanément disparaissent. La dette repart à la hausse, les pertes reprennent. Et cette fois, il n'y a plus de Mantelet pour sortir son carnet de chèques, plus de miracle à attendre d'un homme providentiel. Il ne reste que le compte à rebours et personne dans les bureaux pour admettre qu'il approche de zéro. En septembre 2000, Moulinex tente son dernier pari. Le groupe fusionne avec Elfi, holding italienne qui détient la marque Brandt, machines à laver, réfrigérateurs, gros électroménagers. L'idée est séduisante sur le papier. Créer un géant européen de l'électroménager capable de rivaliser avec les mastodontes allemands et asiatiques. Le groupe Moulinex Brandt naît ainsi, avec Patrick Puy à sa tête, 22 000 salariés en Europe, 16 usines en France. Mais la logique industrielle cache une réalité comptable terrifiante. Au moment de la fusion, Moulinex porte déjà 760 millions d'euros de dette, sur un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. L.Fi s'engage à injecter 200 millions d'euros pour financer le plan de redressement. C'est la condition sine qua non de la survie du groupe. Sans cet argent, rien ne tient. L.Fi ne versera jamais un centime. Quelques mois après la signature, l'actionnaire italien se rétracte.
Les raisons invoquées sont techniques, juridiques, financières. Mais le résultat est simple. Moulinex se retrouve seul, avec ses dettes, sans le filet de sécurité sur lequel elle avait construit tout son plan de survie. Patrick Puy tente de convaincre les banques de combler le vide. Les banques refusent. Il tente de vendre des actifs. Les acheteurs ne se presseront pas. En avril 2001, Puy convoque le Conseil central d'entreprise. Il présente un plan de restructuration qui prévoit la fermeture de 3 usines supplémentaires et la suppression de 4000 postes dans le monde. À Alençon, 1100 salariés, la production partiellement transférée au Mexique. À Cormel-le-Royal, 1100 salariés, la ligne micro-ondes définitivement arrêtée. À Lesquin, dans le Nord, 700 salariés, la production de réfrigérateurs transférée en Pologne. Les ouvriers n'attendent pas la fin de la présentation pour réagir. Dans les heures qui suivent l'annonce, les chaînes s'arrêtent. Les portails se ferment de l'intérieur. Les usines d'Alençon, Bayeux, Cormel et Falaise entrent en occupation. Les délégués syndicaux font bloquer les camions de livraison. La production tombe à zéro. À Cormel, le délégué syndical monte sur une table dans la salle de pause et prend la parole devant plus d'1 millier de collègues. Il a fait ça des dizaines de fois en 22 ans. Prendre la parole, expliquer, cadrer, négocier. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il voit dans les yeux en face de lui quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. Une peur qui n'attend plus d'être rassurée. Une peur qui cherche un ennemi. Les semaines qui suivent sont chaotiques. Les négociations s'enlisent. Les administrateurs judiciaires nommés par le tribunal cherchent un repreneur. Le gouvernement Jospin multiplie les déclarations d'intention sans s'engager sur des actes concrets. Le secrétaire d'État à l'industrie, Christian Pierret, appelle à trouver une solution industrielle française et durable, formule qui dit tout et ne promet rien. Pendant ce temps, les usines tournent au ralenti ou pas du tout. Les salariés attendent, certains depuis juillet sans travailler, sans salaire complet, sans visibilité sur leur avenir. L'été 2001 s'écoule dans une suspension étrange. Ni travail, ni rupture officielle, ni espoir clair. À Bayeux, l'ouvrière transférée depuis Argentan 5 ans plus tôt fait le trajet de 99 km chaque matin vers une usine qui ne produit presque plus rien. Elle n'est pas mise à pied, pas encore. Mais la chaîne des sèche-cheveux tourne 1 heure par jour, parfois moins. Elle passe ses journées à attendre, assise près d'un poste de travail inactif, dans un bâtiment qui sent déjà la fermeture. À Caen, l'ingénieur qui avait quitté Moulinex en 1996 suit les événements depuis sa nouvelle entreprise. Il reçoit des appels de ses anciens collègues, des hommes et des femmes avec qui il a travaillé pendant 24 ans, qui lui demandent ce qu'ils pensent, ce qu'il faut faire, si ça va s'arranger. Il ne sait pas quoi leur répondre. Il sait seulement que la petite entreprise d'électronique où il travaille maintenant est fragile, que son salaire est inférieur de 40% à ce qu'il gagnait avant, et que le sentiment d'avoir construit quelque chose de durable lui manque chaque jour un peu plus. À Cormel, le délégué syndical multiplie les réunions, les appels téléphoniques, les déplacements à Paris pour rencontrer des ministres qui reçoivent poliment et ne décident rien. Il commence à comprendre, lentement, douloureusement, que la partie est peut-être déjà perdue et que ce qui reste à négocier n'est plus la survie de l'entreprise, mais les conditions de sa mort. Le 7 septembre 2001, à 7 heures du matin, Patrick Puy entre dans le tribunal de commerce de Nanterre. Il ressort 1 heure plus tard. Moulinex est en redressement judiciaire. 69 ans après le brevet numéro 732 l'Empire est officiellement insolvable. Et à 4 jours de là, quelque chose va se produire que personne n'avait prévu. Un événement qui va éclipser la chute de Moulinex aux yeux du monde entier et condamner 3000 ouvriers normands à apprendre la pire nouvelle de leur vie professionnelle au pire moment de l'histoire contemporaine. Le mardi 11 septembre 2001 commence comme tous les autres matins d'usine. Les cars de ramassage sillonnent les routes normandes avant l'aube. Les ouvriers montent en silence, café dans une main, badge dans l'autre. Les portails s'ouvrent, les vestiaires se remplissent. Les chaînes, celles qui tournent encore, démarrent dans le bruit sourd des moteurs qu'on relance après une nuit d'arrêt. Personne ne sait encore ce que cette journée va être. À 7 heures du matin, heure de Paris, les premiers avions décollent de Boston et de Newark. À Cormel-le-Royal, à Alençon, à Bayeux,
À Falaise, à Saint-Lô, les salariés de Moulinex prennent leur poste. Certains sont en occupation depuis avril. D'autres ont repris un semblant de travail, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, dans des usines qui ressemblent désormais plus à des salles d'attente qu'à des sites de production. À 9 heures, moins le quart, heure de Paris, le premier avion percute la tour nord. Dans les salles de pause des usines normandes, les télévisions sont allumées en permanence depuis des semaines. Les salariés suivent les négociations, les déclarations gouvernementales, les rumeurs sur les repreneurs potentiels. Ce mardi matin, les écrans montrent autre chose. Une tour en flammes, puis une deuxième, puis l'effondrement. Les ouvriers regardent, incrédules, ce qui se passe à New York. Et c'est à ce moment précis, pendant que le monde bascule sur les écrans, que les contremaîtres reçoivent l'ordre de convoquer les équipes en réunion. La direction a envoyé ses instructions depuis Paris dans la matinée. L'ordre est simple, brutal, sans appel. Cessation immédiate de toute activité sur tous les sites. Les chaînes s'arrêtent, les machines se taisent. Les badges ne serviront plus à rien. À Saint-Lô, le responsable de production convoque tout le personnel dans la grande salle. 700 personnes s'y entassent. L'usine est le premier employeur privé de la ville, devant l'hôpital. Il parle peu. Il dit ce qu'il y a à dire. La production s'arrête du jour au lendemain. Rentrez chez vous. Attendez les consignes. Les gens sortent, dans la cour. Certains restent immobiles. D'autres téléphonent à leurs conjoints, à leurs parents. Les lignes sont saturées. Tout le monde appelle en même temps. Pour Moulinex, pour les tours, pour les deux à la fois. Une femme de 52 ans qui travaille ici depuis 29 ans s'assoit sur un muret près du portail et ne bouge plus pendant 20 minutes. Elle ne pleure pas. Elle regarde ses mains. À Bayeux, l'ouvrière transférée depuis Argentane apprend la nouvelle dans le couloir de l'usine par une collègue qui sort de la réunion. Elle a fait ce matin le trajet de 99 km depuis chez elle, comme chaque jour depuis 5 ans. Elle a 36 ans d'ancienneté chez Moulinex. Elle a 49 ans. Elle n'a pas de diplôme au-delà du certificat d'études. Elle n'a jamais travaillé ailleurs. Elle rentre chez elle en car, le même car de ramassage qu'il a amené ce matin. Le chauffeur ne dit rien. Personne ne dit rien. Par les vitres, les champs normands défilent comme d'habitude. Les mêmes haies, les mêmes fermes, le même ciel gris de septembre. Tout est identique et tout est différent. À Cormel, le délégué syndical apprend l'ordre de fermeture et les attentats de New York dans le même quart d'heure. Il est dans son bureau de l'usine quand son téléphone sonne pour la première fois. Un collègue qui lui dit que les chaînes vont s'arrêter. Il raccroche. Il rallume la télévision. Il voit les tours. Il restera longtemps incapable de démêler les deux chocs. Celui de New York et celui de Cormel. Les Français appelleront cette journée l'autre 11 septembre. Pour lui, il n'y a pas d'autre. Il y a simplement le 11 septembre. Un jour où deux mondes se sont effondrés en même temps. L'un devant des millions de caméras, l'autre dans le silence des vestiaires normands. Dans les jours qui suivent, les usines restent fermées. Les salariés ne savent pas si elles rouvriront. Le tribunal de commerce de Nanterre a nommé 2 administrateurs judiciaires chargés de trouver un repreneur en 6 mois. Le gouvernement répète qu'il s'impliquera. Les syndicats appellent à la mobilisation. Mais quelque chose a changé le 11 septembre, quelque chose d'irréversible. Avant ce jour, il y avait encore, dans les esprits, une possibilité que ça s'arrange. Un repreneur providentiel, un accord de dernière minute, un miracle industriel comme la France en a connu d'autres. Après ce jour, cette possibilité s'est évaporée avec la fumée des tours. Les ouvriers de Moulinex le sentent, même sans pouvoir le formuler. La boîte à lunch laissée sur le poste de travail, le tablier accroché au clou dans le vestiaire. Les outils rangés dans l'ordre habituel, comme si leur propriétaire comptait revenir demain. Alors qu'il sait, quelque part, qu'il ne reviendra pas. 26 ans de loyauté, 49 ans, aucune formation pour faire autre chose, aucune expérience ailleurs. Et une promesse, ici on ne vous renvoie pas, qui vient de prendre fin un mardi matin, pendant que le monde regardait ailleurs. Les tours sont tombées à New York. L'Empire est tombé en Normandie. Personne n'a vu les deux à la fois. Dans les jours qui suivent le 11 septembre, les usines normandes restent fermées, mais pas vides. Les salariés reviennent. Pas pour travailler, pour occuper. Les portails que la direction a verrouillés de l'extérieur sont forcés de l'intérieur. Les chaînes de montage silencieuses deviennent des campements. Des thermos de café circulent
entre les postes de travail abandonnés, des banderoles apparaissent sur les façades. Les familles apportent des sandwichs. Les enfants viennent après l'école. Dans certaines usines, ça ressemble presque à une fête, sauf que personne ne rit vraiment. Ce que les salariés de Moulinex sont en train d'inventer, dans ces semaines d'octobre et novembre 2001, c'est une forme de résistance qui n'a pas de précédent immédiat dans l'histoire sociale française. Ils ne font pas grève. Il n'y a plus de production à arrêter. Ils occupent, ils bloquent, ils retiennent les machines, les outils, les stocks, comme autant de monnaies d'échange dans une négociation dont ils savent déjà qu'elle ne leur rendra pas leurs emplois. Ce qu'ils veulent, désormais, c'est être payés pour partir. Le 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre rend sa décision. Entre deux candidats, Fidei, spécialiste du rachat d'entreprises en difficulté, et SEB, concurrent direct de Moulinex, le tribunal choisit SEB. La raison invoquée, SEB offre de meilleures garanties financières et son offre ne comporte aucune condition suspensive. Ce que le tribunal ne dit pas, mais que tout le monde comprend, c'est que SEB, c'est la solution française que le gouvernement appelait de ses vœux depuis septembre. Ce que le gouvernement n'avait pas précisé, c'est ce que cette solution française coûterait aux Français de Normandie. SEB reprend Moulinex, mais pas tout Moulinex. Il reprend les lignes rentables, les robots culinaires, les cafetières, les bouilloires électriques. Il abandonne les fours à micro-ondes, les friteuses, les aspirateurs. Il garde 1856 salariés sur les 5600 que compte encore la France. Il ferme définitivement 4 usines normandes: Alençon, Bayeux, Falaise, Cormel-le-Royal. 4 usines, 3700 emplois supprimés en France, 4600 dans le monde. L'offre de Fidei, rejetée par le tribunal, aurait pourtant conservé 1000 emplois de plus. Les syndicats le savent, les salariés le savent, et cette connaissance, que le tribunal a choisi la solution qui détruisait le plus d'emplois, transforme la résistance en quelque chose de plus sombre, de plus désespéré. À Cormel-le-Royal, 1026 salariés apprennent qu'ils font partie des 3700. L'usine qui fabriquait les micro-ondes, celle que SEB a explicitement décidé d'abandonner, jugeant le marché trop exposé à la concurrence asiatique, ne rouvrira jamais. La réaction ne se fait pas attendre. Un slogan apparaît, peint en grandes lettres sur une banderole tendue entre deux fenêtres de l'usine. Du fric ou boum, de l'argent ou l'explosion. Ce n'est pas une métaphore. Le 14 novembre, des salariés de Cormel mettent le feu à un hangar de stockage attenant à l'usine. Les flammes montent, les pompiers arrivent. Personne n'est blessé. L'incendie est calculé, contrôlé, délibéré. Un avertissement en béton armé et en fumée noire. Le lendemain, les mêmes salariés annoncent qu'ils ont fabriqué des engins explosifs artisanaux et qu'ils sont prêts à faire sauter l'ensemble du site si leurs exigences de compensation ne sont pas satisfaites. Selon le magazine américain Business Week, des délégués syndicaux vont jusqu'à séquestrer le médiateur gouvernemental dépêché sur place pour tenter de dénouer la crise. La France regarde la Normandie avec une stupéfaction mêlée d'une certaine gêne. Le terrorisme syndical. Titre Le Figaro. Les éditorialistes s'indignent. Les politiques condamnent les méthodes tout en reconnaissant, du bout des lèvres, la détresse qui les a engendrées. Mais à Cormel, personne n'a le temps de lire les éditoriaux. La tension se propage. À Caen, des milliers de manifestants défilent en novembre dans les rues, des salariés Moulinex, leurs familles, leurs voisins, des inconnus qui ont grandi avec la marque et qui comprennent que ce qui se passe en Normandie les concerne aussi. Des pneus brûlent devant les bâtiments officiels, des vitres volent, des voitures de police sont prises pour cible à coups d'œufs pourris. À Alençon, une tentative d'occupation des locaux du MEDEF tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Claude Renaud, le porte-parole de la coordination intersyndicale de l'usine, est sérieusement blessé dans la bousculade. Le délégué de Cormel est au cœur de tout cela. Il négocie le jour, il tient les équipes la nuit, il dort peu, il mange mal. Il a passé 22 ans à défendre des salariés dans des négociations qui avaient encore un sens industriel, des négociations sur des salaires, des conditions de travail, des plans de formation.
Ce qu'il fait maintenant n'a plus rien à voir avec ça. Il négocie le prix d'une disparition. Le 22 novembre 2001, après 6 semaines de bras de fer, un accord est finalement signé. Les syndicats, tous sauf la CFDT, paraphent un plan social qui prévoit des indemnités de licenciement supérieures au minimum légal. Le blocus de l'usine d'Alençon est levé le lendemain matin. Les derniers salariés quittent les locaux qu'ils occupaient depuis des semaines. L'accord est présenté comme une victoire. En réalité, c'est la seule chose qui restait à obtenir. L'ouvrière de Bayeux reçoit sa lettre de licenciement dans les jours qui suivent. 49 ans, 36 ans d'ancienneté, non retenue par ce B. Elle pose l'enveloppe sur la table de sa cuisine et reste assise un long moment sans l'ouvrir, parce qu'elle sait déjà ce qu'il y a dedans, et que savoir n'est pas la même chose qu'accepter. Le délégué de Cormel signe les derniers documents le 22 novembre au soir. C'est la dernière négociation collective de sa vie professionnelle. Il le sait en posant son stylo. Il range ses affaires dans un sac. Il éteint la lumière du local syndical pour la dernière fois. Dehors, il fait nuit sur Cormel. L'usine est silencieuse. Les banderoles pendent encore sur les façades, détrempées par la pluie de novembre. Du fric ou boum. Les lettres ont coulé, mais le slogan est encore lisible. Ils ont eu le fric. Pas assez. Jamais assez. Et il n'y aura pas de boum. Juste le silence. Celui qui vient après. L'hiver 2001 s'installe sur une Normandie qui ne ressemble plus à elle-même. Les usines sont vides. Les parkings déserts. Les cars de ramassage ne circulent plus. Dans les rues d'Alençon, de Bayeux, de Falaise, de Cormel, il y a des trous. Pas des trous visibles dans les façades ou les trottoirs, mais des trous dans le tissu quotidien des villes. Les cafés qui ouvraient à 5 heures du matin pour les équipes du matin n'ont plus de raison d'ouvrir si tôt. Les garderies qui accueillaient les enfants des ouvrières avant l'aube ajustent leurs horaires. Les commerces du centre-ville commencent à compter les mois. À Alençon, il reste un vestige. Les anciens l'appellent la cathédrale, le grand bâtiment principal de l'usine. Trop massif pour être démoli facilement. Trop chargé d'histoire pour que personne ne sache quoi en faire. Il se dresse à la périphérie de la ville comme un monument sans plaque. Une ruine industrielle que les décideurs locaux regardent sans savoir quoi décider. La ville choisit finalement d'investir dans autre chose. La dentelle d'Alençon, classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2010, artisanat féminin ancestral, image apaisante d'une féminité productive qui ne dérange personne. Le musée de la dentelle ouvre ses portes dans le centre historique. La cathédrale, elle, continue de vieillir en silence à la périphérie. L'ironie n'échappe à personne parmi les anciens. La ville célèbre le travail des femmes, à condition que ce travail soit ancien, esthétique et sans syndicat. À Carpiquet, l'agonie est plus lente. Sous l'enseigne Euromoteur, une partie de l'usine continue de fabriquer des moteurs pour l'électroménager haut de gamme du groupe SEB. Elle emploie encore quelques centaines de personnes, mais la logique économique est implacable. Et en 2004, Carpiquet ferme à son tour. Ce que Moulinex n'avait pas achevé, SEB le termine proprement, sans bruit, sans banderole. À Saint-Lô, l'histoire dure un peu plus longtemps. Une partie du site est reprise par SEB, qui y maintient une activité réduite. Puis des anciens salariés créent Euromoteur, avec un S comme un espoir collectif, pour tenter de faire vivre le savoir-faire industriel local. L'entreprise résiste quelques années. En 2007, le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire. Le matériel est vendu aux enchères. Les 142 derniers salariés sont licenciés. Cette fois, il n'y a pas de banderole, pas de du fric ou boum. Juste des hommes et des femmes qui récupèrent leurs affaires personnelles dans des cartons et traversent le parking pour la dernière fois. Les chiffres de la reconstruction, un an après le dépôt de bilan, sont accablants. Sur les 3200 salariés licenciés en Normandie, 229 seulement ont trouvé un emploi stable en contrat à durée indéterminée. 67 autres travaillent en contrat à durée déterminée. Les cellules de reclassement affichent un taux de succès présenté officiellement à 60%. Mais ce chiffre inclut les formations, les stages, les contrats précaires, les départs en retraite anticipée. La réalité nue est dans les 229. Il y a aussi ce détail que personne ne souligne dans les communiqués officiels.
Les quelques emplois industriels créés à Argentan après la fermeture de l'usine, une centaine, dans la métallurgie soudure et l'imprimerie, sont occupés exclusivement par des hommes. Or, 95% des salariés de Moulinex étaient membres des femmes. La reconversion industrielle d'une région dévastée par la fermeture d'usines à majorité féminine produit des emplois masculins. La Libération version 2002 a ses angles morts. L'ouvrière de Bayeux, 49 ans, 36 ans d'ancienneté, aucune formation complémentaire depuis 1965, entre dans la catégorie que les économistes appellent les chômeurs de longue durée, difficiles à reclasser. Elle est trop jeune pour la retraite, trop âgée pour les employeurs qui recrutent là. Elle perçoit d'abord les indemnités de chômage, puis les allocations spéciales pour travailleurs âgés. Elle ne retrouvera jamais d'emploi stable. À 55 ans, elle bascule dans un régime de pré-retraite dont le montant mensuel est sensiblement inférieur à ce qu'elle aurait touché si elle avait pu travailler jusqu'à l'âge légal. La promesse d'un emploi à vie s'est tenue 36 ans. Elle s'est rompue à 6 ans de la ligne d'arrivée. L'ingénieur qui avait quitté Moulinex en 1996 regarde tout cela depuis quand? La petite entreprise d'électronique qu'il avait recrutée après son départ fait faillite en 2003. Victime, indirectement, de la disparition de Moulinex qui était l'un de ses clients. Il trouve finalement un poste dans un groupe industriel à Lyon en 2004. Il quitte la Normandie avec 2 valises et le sentiment confus d'avoir échappé à quelque chose sans vraiment l'avoir voulu. Sa carrière continue, mais le sentiment d'avoir construit quelque chose de durable, quelque chose qui allait rester après lui, ne revient pas. Le délégué de Cormel reste à Alençon. Avec le montant de ses indemnités de licenciement, il ouvre un garage de réparation automobile. Il connaît la mécanique, il aime le travail manuel, il pense que la région a besoin de ce genre de service. Pendant 3 ans, il essaie. Mais Alençon sans Moulinex n'est plus tout à fait la même ville. Les familles ont moins d'argent, les gens font réparer moins, ou achètent directement des voitures d'occasion ailleurs. En 2005, il ferme le garage. Il ne retrouvera pas d'emploi comparable à ce qu'il faisait avant. Il s'en sortira, mais autrement et avec moins. Du côté des dirigeants, la justice suit son cours lentement. Pierre Blaillot, le PDG qui avait quitté l'entreprise en 2000 avec un chèque de 9 millions de francs, est mis en examen pour abus de biens sociaux et banqueroute. En janvier 2011, un non-lieu est prononcé en sa faveur. Patrick Puy et 2 de ses directeurs financiers continuent d'être poursuivis pour faux bilan et abus de biens sociaux. Une procédure qui s'étire pendant des années dans les couloirs du tribunal de Nanterre. En 2012, la Cour de cassation confirme que 790 anciens salariés de Moulinex ont été licenciés sans cause réelle ni sérieuse et leur accorde des indemnisations complémentaires. Il aura fallu 11 ans pour obtenir cette reconnaissance. 11 ans pendant lesquels certains d'entre eux sont morts, d'autres ont abandonné, d'autres encore ont continué à se battre par principe, parce que l'injustice ne se prescrit pas aussi facilement que les délais légaux. La marque Moulinex, elle, survit à tout cela. En 2011, le groupe SEB la relance dans 9 marchés européens. Portugal, Grèce, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Scandinavie. Les sondages commandés avant le lancement montrent que les consommateurs, malgré 10 ans d'absence des rayons, sont restés attachés à la marque. Ils lui trouvent une légitimité naturelle dans le domaine de la préparation alimentaire. SEB investit dans une nouvelle plateforme de marque, de nouveaux produits, une nouvelle communication. Les appareils Moulinex sont désormais fabriqués à Villaines-la-Juhel, à Mayenne, à Fresnay-sur-Sarthe, des usines rachetées par SEB qui ont conservé une partie du personnel d'origine. 1500 emplois sauvés sur les 12 000 du sommet. À Alençon, 3 anciennes ouvrières se retrouvent 2 fois par semaine dans un café du centre-ville. Elles le font depuis 2002, depuis que l'usine a fermé et que leurs vies professionnelles se sont arrêtées en même temps que les chaînes. Elles n'en parlent pas toujours. Parfois, elles parlent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, du temps qu'il fait. Mais elles continuent de se retrouver 2 fois par semaine, parce que c'est tout ce qui reste de 26 ans passés ensemble derrière les mêmes postes de travail. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la fidélité à quelque chose qui n'existe plus, mais qui a existé assez longtemps pour laisser une empreinte que rien d'autre ne peut tout à fait combler. Il reste une question après tout cela.
Pas la question de savoir qui est responsable. Les noms sont connus, les décisions sont documentées, les tribunaux ont rendu leur verdict. Pas non plus la question de savoir si Moulinex aurait pu être sauvé. Les économistes ont leurs réponses, les historiens ont les leurs, et elles ne coïncident pas toujours. La vraie question est plus simple et plus difficile à la fois. Qu'est-ce que la chute de Moulinex révèle sur la façon dont nous construisons et dont nous détruisons ce que nous appelons le travail? 5 réponses se dégagent de 69 ans d'histoire normande. La première concerne la géographie. Moulinex a construit un empire dans une seule région parce que c'était logique en 1937. Les salaires y étaient en bas, la main-d'œuvre disponible, les terres bon marché. Ce qui était une force au départ est devenu, avec le temps, une prison. Quand une entreprise devient l'épine dorsale économique d'une région entière, elle perd la liberté de se réformer. Chaque décision de fermeture déclenche une crise politique. Chaque plan social devient un séisme social. Les dirigeants le savent. Ils reculent, ils retardent. Ils choisissent le confort du statu quo plutôt que la douleur nécessaire de la transformation. Et quand la transformation devient inévitable, il est trop tard pour qu'elle soit progressive. Elle est brutale, totale, irréversible. La deuxième concerne la succession. Jean Mantelet a dirigé Moulinex pendant 58 ans. Il a tout contrôlé. Les produits, les prix, les usines, les hommes. Il a construit une entreprise à son image, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait fonctionner qu'avec lui. Quand il est parti, par étapes, à contre-cœur, trop tard, il n'a laissé derrière lui ni successeur désigné, ni culture de la délégation, ni structure capable de prendre des décisions difficiles sans une autorité centrale. Il a construit un empire. Il n'a pas construit une institution. La différence entre les deux, c'est exactement ce qui sépare une entreprise qui dure de celle qui disparaît avec son fondateur. La troisième concerne les acquisitions. Krups en 1991, Brandt en 2000. Chaque rachat a été présenté comme la solution au problème précédent. Chaque fois, la logique était séduisante sur le papier. Chaque fois, la réalité a été plus dure que prévu. Une entreprise en difficulté qui rachète une autre entreprise n'achète pas une solution. Elle achète du temps et de la dette. Le problème de fond, des coûts trop élevés, un positionnement trop flou, une géographie trop rigide, ne disparaît pas dans la salle de conférence où se signe l'acte de cession. Il attend patiemment que l'euphorie du deal retombe. La quatrième concerne les promesses. Ici, on ne vous renvoie pas. Cette phrase, jamais écrite dans aucun contrat, jamais votée dans aucun conseil d'administration, a gouverné les relations entre Moulinex et ses salariés pendant des décennies. Elle a permis de recruter des femmes qui auraient autrement cherché ailleurs. Elle a permis de maintenir des salaires bas sans provoquer de révolte. Elle a créé une loyauté extraordinaire. 26 ans d'ancienneté moyenne, dans une seule entreprise, dans une seule ville. Et quand elle a été rompue, elle a emporté avec elle quelque chose qui ne se répare pas avec des indemnités légales. Pas une illusion, une foi. La foi que le travail loyal est récompensé par la sécurité, que l'engagement se mérite, que les institutions tiennent leurs engagements. Cette foi pour des milliers de femmes normandes a pris fin un mardi de septembre 2001. La cinquième, la plus amère, concerne le slogan « Moulinex libère la femme ». Pendant 40 ans, cette phrase a orné les publicités, les affiches, les emballages. Elle a capté une aspiration réelle, celle des femmes d'une génération entière qui voulaient en sortir de la cuisine, pas y entrer davantage. Elle a vendu des millions d'appareils, elle a construit une marque, et elle a masqué avec une efficacité remarquable ce qui se passait derrière les murs des usines normandes. Des femmes qui fabriquaient ces appareils libérateurs dans des conditions de bas salaire et de dépendance totale à un employeur unique, sans formation transférable, sans perspective de mobilité, sans filet de sécurité, autre que la promesse d'un homme de 90 ans. En 2001, quand les emplois industriels créés pour remplacer Moulinex à Argentan ont été attribués, une centaine de postes dans la métallurgie, soudure et l'imprimerie, ils sont allés à des hommes. Parce que la reconversion industrielle du XXIe siècle n'avait pas de place pour des femmes de 49 ans dont la compétence principale était d'assembler des sèche-cheveux à la cadence de 8 heures par jour. La libération avait ses conditions générales d'utilisation. Personne ne les avait lues.
Aujourd'hui, le nom Moulinex figure sur des appareils fabriqués loin de Normandie, vendus dans les supermarchés de 9 pays européens, sous l'égide d'un groupe qui a su transformer le naufrage d'un concurrent en acquisition stratégique. La marque vit, l'entreprise qui l'a créée est morte, et les deux choses coexistent sans que personne ne trouve cela particulièrement contradictoire. Parce que dans l'économie contemporaine, les marques survivent aux entreprises comme les noms survivent aux hommes. Ce qui disparaît avec les entreprises, c'est le reste. Les usines, les machines, les habitudes, les amitiés de vestiaire, les quarts de ramassage à 5 heures du matin et les femmes qui les prenaient. À Alençon, la cathédrale est toujours debout. Elle n'abrite plus rien. Elle ne produit plus rien. Elle est là, massive, silencieuse, un peu absurde dans le paysage normand qui a repris ses droits autour d'elle. Les habitants passent devant sans la regarder. Les touristes ne savent pas ce que c'est. Les anciens, eux, la voient chaque fois, même quand ils ne la regardent pas. 3 femmes se retrouvent encore, 2 fois par semaine, dans un café d'Alençon. Elles avaient 49 ans en 2001. Elles en ont 72 aujourd'hui. Personne ne leur a demandé si elles avaient été libérées.